Dans son numéro de février, la revue Québec Science dévoile son choix des 10 découvertes de l'année 2011. En première position, l'Optrode, une électrode optique développée par une équipe du Centre d'optique photonique et laser de l'Université Laval. Depuis quelques années, les chercheurs en neurosciences ont commencé à insérer des molécules sensibles à la lumière dans les gènes d'animaux de laboratoire. Il suffit ensuite d'éclairer des neurones pour activer ou désactiver une fonction du cerveau. Toutefois, les techniques utilisées par ces groupes ne permettaient d'illuminer et de contrôler que des grands ensembles de neurones. Et c'est ici qu'entre en jeu l'équipe du COPL de l'Université Laval. Poussée par le biologiste Yves de Coninck, ceci développe une fibre optique miniaturisée à double fonction qui permet à la fois l'envoi de signaux lumineux et la mesure de l'activité électrique sur un seul neurone à la fois. Cette découverte remarquable ouvre la voie à l'étude de l'impact de la génétique sur le fonctionnement du cerveau au niveau moléculaire et assure au COPL une présence parmi les chefs de file de cette technique à travers la planète. Pas surprenant que cette découverte ait été choisie la plus importante au Québec en 2011. Pour en savoir plus sur ce travail et l'ensemble des 10 découvertes de l'année, ne manquez pas de consulter le numéro de février de la revue Québec Science. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous recevons cette semaine Régis Milot qui nous parle de librairie scientifique. On a fait le tour un peu avant, quand vous parliez des grandes chaînes, de la tendance qui s'est faite dans les librairies généralistes et ce qui permet au Québec, peut-être aussi grâce à la langue, d'être un petit peu protégé des grands réseaux Internet et de pouvoir survivre encore avec un modèle de librairie de quartier. Il y a le modèle de librairie de quartier, mais il y a aussi un autre élément qui est plus structurel. Il y a au Québec une loi assez unique au Canada qui s'appelle la loi D8.1, mieux connue sur son nom de sa projet de loi, qui s'appelait la loi 51, loi sur le commerce du livre, qui régit la structure des opérations et qui permet de maintenir un réseau d'environ 200 librairies à travers le Québec, de librairies de fond, c'est-à-dire qui a une sélection minimale de qualité et qui permet aux gens, de quand ils se présentent à l'intérieur d'une librairie, d'avoir toujours une sélection de nouveautés, de stocks dans un ensemble de thèmes et d'être certain d'avoir la capacité de commander à l'unité, de trouver du matériel québécois et du matériel français en stock tout le temps. Et les entreprises du gouvernement, que ce soit les bibliothèques, que ce soit les organismes gouvernementaux, doivent acheter à travers eux. Cette loi-là a permis de développer une excellente structure économique. Et ça, on le voit depuis le début de cette loi-là qui a été mise en vigueur au début des années 80. Qui a permis de séparer ce qui se passe au Québec de ce qu'on voit ailleurs en Amérique du Nord. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'édition canadienne représente 1,5 milliard pour 80% de la population. Au Québec, avec 20% de la population canadienne, on fait 750 millions. Donc, on fait 2 fois plus de chiffre d'affaires avec notre propre maison d'édition à cause de cette loi que le reste du Canada. C'est un détail, mais il faut quand même le souligner. Et du côté spécialisé, qui est plus votre domaine même, oui. Comment qualifieriez-vous l'évolution de la librairie depuis 15 ans ou 20 ans? Et où en est-on aujourd'hui? Ce que je qualifierais la librairie universitaire présentement, c'est qu'elle s'est développé un professionnalisme à travers beaucoup d'actions, surtout parce que les réseaux des librairies universitaires, c'est principalement fait à travers 2 acteurs. L'acteur institutionnel, c'est-à-dire les librairies qui font partie des universités, qui ont développé une expertise et un développement régulier de leur offre. Mais il y a eu un développement très important depuis 15 ans des réseaux des coopératives en milieu scolaire qui ont développé une expertise, fait de la formation, travaillé énormément à développer une présence sur le terrain et aussi une grande qualité de service, toujours poussée pour le développer. Ils ont investi beaucoup de temps, d'énergie et d'argent pour améliorer leur offre de service parce que les étudiants deviennent de plus en plus rapides à regarder sur les sites Internet la compétition sur place. Avant, les étudiants pouvaient attendre 2, 3 jours, quelquefois même une semaine pour un livre. Maintenant, quand ils attendent plus de 15 minutes, l'impatience commence à lever. Alors, la vitesse de réponse devient important. Et ça, les librairies s'ajustent. Mais il y a un autre élément qui arrive, c'est maintenant le livre comme objet qui se développe comme étant
portail. En d'autres mots, les gens achètent un livre, mais avec le livre, ils ont un CD, un accès à Internet. Quelquefois même, ils ont une carte avec un numéro qui leur permet d'accéder pendant 6 ou 8 mois à un service de mise à jour pour avoir accès à des éléments. Et ça a changé l'objet livre et la manière de le vendre. Ça, c'est un des éléments majeurs. Un des éléments majeurs qui est pour le moment restreint au monde scientifique. Je vous dirais que oui, parce que l'importance de la lecture par objet, en d'autres mots, le pavé qui peut avoir 800 pages, maintenant va peut-être de 400 pages avec CD. Et on va diminuer le poids à transporter, mais c'est encore un ensemble de savoirs qui se captent à travers le livre et un ensemble d'objets de support. Et ça a changé la donne. Je regarde des gens de médecine et de sciences qui maintenant achètent un ensemble, ils vont acheter des livres, mais le livre va leur donner accès à un objet qu'ils vont pouvoir lire sur même leur iPad ou même sur téléphone intelligent. Alors c'est ça change la donne des éléments là-dessus. On fait pas disparaître le livre ici. On étend le livre. En fin de compte, le livre devient, pour prendre l'expression informatique, un portail, c'est-à-dire une clé d'ouverture à un support qui offre plusieurs formes. Le papier reste une clé d'accès, il reste une plateforme, mais elle rejoint un ensemble de ressources. Donc, elle nous sert un peu de porte d'entrée, d'espace de travail et aussi d'accès à un ensemble d'éléments qui peuvent être de toutes sortes de formes. On peut prendre un exemple quand est arrivé dans les années 30 l'arrivée du premier livre de poche en Angleterre. Et ça a changé parce que les gens ont dit oui, mais les gens ne liront pas. Mais ça a complètement ouvert la lecture et ça a ramené toute une nouvelle génération de lecteurs à l'objet. Pourquoi? Par le prix ou par la forme? Le prix, parce qu'il était moins cher, mais la forme, parce que Penguin Books avait engagé le meilleur typographe du temps, Ian Chichol, qui avait créé la meilleure qualité de lecture avec le plus efficace des caractères de typographie pour donner à la lecture une certaine lisibilité, une qualité simple et efficace. Et ça avait changé la donne. On regarde comme les premiers lecteurs que j'ai vus de livres électroniques datent des années 90, mais ils étaient en noir et blanc, ils étaient lourds, ils étaient pas très efficaces, la lecture à l'écran était malaisée, et on arrive maintenant avec des tablettes d'une qualité visuelle absolument impeccable et qui est extrêmement versatile. Mais les gens maintenant jouent sur plusieurs plans. Quand il est arrivé les premières sorties Internet de Amazon, les gens arrivaient à ma librairie avec littéralement les imprimés de la page et peux-tu me commander ce livre-là? Je l'ai vu sur Amazon, je voudrais savoir si tu l'as en stock. Alors, c'est une boucle qui prend un certain temps, un peu comme la radio a eu à se refaire à cause de la télévision ou se repositionne dans un nouveau média. C'est une évolution d'une technologie qui demande de se la réapproprier et de se la réintégrer dans un travail ou dans une réflexion. Vous êtes à La Grande Équation et nous sommes avec Régis Milot, libraire scientifique. Le Québec ne possède pas de grandes librairies comme on retrouve en France, par exemple, ou en Angleterre. Est-ce que, dans le contexte actuel, on doit dire adieu à cet espoir de disposer de grandes librairies de fonds au Québec? La grande librairie de fonds, en France, a une tradition qui commence au 14e siècle près des universités. Quand on parle des ateliers de copistes qui tournaient, il y avait peut-être jusqu'à 100 ateliers de copistes autour de la librairie, de la Sorbonne pour faire des copies des manuscrits ou des différents objets de lecture qui étaient demandés par les enseignants de l'Université de Paris. Et il s'est développé à travers les âges une tradition de grande librairie de fonds parce qu'il y a une masse d'étudiants à Paris qui est quand même énorme. C'est un élément central. C'est très important. On parle de peut-être des centaines de milliers d'étudiants universitaires de 2e et de 3e cycle qui sont des grands acheteurs de livres scientifiques et spécialisés. La quantité que nous avons d'étudiants à Montréal est importante, mais arriver avec une librairie de fonds, c'est un mix entre l'ouverture et l'accès à une information et aussi la survie financière de cette entreprise. C'est qu'à un moment donné, ça devient dur et ça peut être lourd. Gérer plusieurs librairies, je peux vous dire que quelquefois, c'est déchirant d'avoir un superbe stock, mais malheureusement, voir la poussière